Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, je vous remercie de me donner la parole ce soir. Il y a souvent beaucoup de paroles, mais très peu de gestes. Cependant, la parole reste et demeure souvent l'unique moyen de faire connaître des situations qui sont inhumaines. Nous donnons ce soir la parole à ceux qui ont été réduits au silence parce qu'ils défendaient leurs droits. Droits que nous comptons comme acquis ici, mais qui ne sont pas toujours ailleurs. La liberté de religion est certes un droit très important, mais il y a tant d'autres droits qu'il ne faut pas oublier. Que l'on parle de la discrimination envers les femmes, les gays, les lesbiennes, bisexuels et transgenres. Que l'on parle de la liberté de presse, du droit du travail et le droit d'association, nous devons rester vigilants pour dénoncer ces situations qui ne font aucun sens dans une société libre et démocratique comme la nôtre. Ce soir, nous parlons de la situation particulière des droits de la personne en Iran. Selon le dernier examen périodique universel sur les droits de l'homme de l'ONU en 2010, 93 recommandations ont été notifiées à l'Iran, allant de l'abolition de la peine de mort pour les mineurs, à la fin des entraves à la liberté d'expression, en passant par permettre simplement aux rapporteurs de l'ONU de venir au pays. Il y a tellement d'enjeux, Monsieur le Président, sur lesquels j'aimerais m'entretenir, mais le temps m'étant trop court pour tous les soulever, j'ai décidé de m'attarder à certains enjeux spécifiques. Monsieur le Président, je m'inquiète du droit des femmes en Iran. Selon Human Rights Watch, les femmes iraniennes sont victimes de discrimination en matière de statut personnel relativement au mariage, au divorce, à l'héritage et à la garde des enfants. Ils sont discriminés constamment et directement par la loi. Une femme a besoin de l'approbation de son tuteur pour qu'elle puisse se marier, et ce, quel que soit son âge. Une femme iranienne ne peut pas transmettre sa nationalité à son conjoint d'origine étrangère ou à ses enfants. Une femme ne peut obtenir de passeport ou ne peut voyager à l'étranger sans l'autorisation écrite de son mari. Les femmes sont carrément réduites au silence. Selon le rapport du secrétaire général de l'ONU ainsi que du Conseil des droits de l'homme, l'Iran a une attitude paradoxale vis-à-vis des femmes, dans le domaine professionnel notamment, alors qu'elles ont accès à l'éducation secondaire et universitaire sans difficulté, elles sont limitées dans leur choix de carrière. Ainsi, elles ne peuvent exercer de hautes fonctions politiques. Cette discrimination directe envers les femmes se retrouve hélas dans de nombreuses autres occasions. L'accès au logement, statut de la femme divorcée, la liste est longue, Monsieur le Président. Je dresse ici un portrait très peu flatteur, et je n'ose commencer à nommer toutes les femmes activistes qui se battent encore aujourd'hui afin de faire garantir leurs droits et de dénoncer cette discrimination abominable auquel elles font face tous les jours. Au moment même où nous parlons, plusieurs femmes activistes sont détenues ou sont en prison parce qu'elles ont voulu, par des activités pacifistes, dénoncer et défendre le droit des femmes. Amnesty International, auquel je salue aujourd'hui le travail très rigoureux, donnait dans leur rapport de 2012 des exemples probants de femmes qui se lèvent pour défendre leurs droits. Une grande majorité d'entre elles faisant partie de la campagne pour l'égalité qui a comme objectif d'amasser 1 million de signatures pour demander la fin de la discrimination des femmes dans les lois iraniennes. Certaines de ces militantes qui sont détenues ou maltraitées ou encore privées de soins médicaux, d'autres interdites de voyage. Le rapporteur spécial des Nations Unies sur la violence contre les femmes a dénoncé à plusieurs reprises la discrimination à l'encontre de celles venant de minorités ethniques. Elle a exprimé son inquiétude au Conseil sur les droits de l'homme devant l'augmentation du trafic des êtres humains, en particulier des femmes de la région de l'Est de l'Iran. Leurs droits sont bafoués, Monsieur le Président, également au niveau de l'accès au logement qui est limité pour les célibataires et les divorcés. La rapporteure onusienne sur la violence contre les femmes continue en parlant de limitation à être propriétaires, mais aussi dans le domaine du travail où elles ne peuvent pas être magistrates ou avoir des fonctions politiques importantes. Monsieur le Président, si la situation des femmes est problématique, il en est autant pour les gays, les lesbiennes, bisexuels et transgenres.
c'est-à-dire que tout type d'activité sexuelle en dehors de ce qui est accepté par l'État est par le fait même interdit. Pire encore, cette problématique est encore plus profonde puisqu'elle est niée par l'État. Lorsque le président iranien a dit en 2007 qu'il n'y a pas d'homosexuels en Iran, il faut se poser des questions et je crois que la situation est très inquiétante, Monsieur le Président. Le stratagème de punition est encore plus réprimandable. C'est carrément le Moyen Âge. C'est les coups de fouet ou pire, la pendaison. À proprement dit, il n'est pas interdit d'être gay en Iran. Cependant, dans le rapport de 2012 d'Amnesty International, ceux-ci citent l'article 111 du Code pénal qui prévoit que la sodomie se traduira par l'exécution prévue à la fois des parties actives et passives s'ils sont matures, sains d'esprit et consentants, avec la présomption étant que, en l'absence de ces exigences, l'individu ne serait pas l'objet de poursuites pour sodomie. Les militants pour les droits des gays, lesbiennes, bisexuels, transgenres croient que cela a dans certains cas conduit à une partie de l'activité sexuelle consensuelle qui prétend avoir été violée dans le but d'éviter l'exécution. Au moins 3 hommes ont été exécutés en 2011 à la suite de leur condamnation pour sodomie. Au moins 3 autres hommes soupçonnés d'avoir participé à des actes sexuels homosexuels entre hommes auraient été condamnés à mort. Monsieur le Président, alors qu'on parle ce soir de liberté, de démocratie, j'aimerais soulever un dernier enjeu. Le droit de la personne passe aussi par les droits du travail. Trop souvent, les personnes sont abusées. On parle même de trafic humain lorsque je siégeais au Comité du commerce international. J'ai entendu des histoires d'horreur où on exploitait littéralement les personnes. La répression du régime iranien ne s'arrête pas aux droits des femmes et ni aux droits des gays, lesbiennes, bisexuels et transgenres, mais aussi aux droits des travailleurs. Le syndicalisme est une activité dangereuse en Iran. Parlez-en à Reza Sharabi, qui est en prison depuis juin 2010, comme le souligne Amnesty International. La santé de cet homme est en piètre condition. Depuis février dernier, il a eu des complications. Cependant, ce n'est pas avant le 30 avril que les autorités de la prison l'ont apporté à l'hôpital. Encore aujourd'hui, ce n'est pas certain qu'il reçoive des traitements adéquats. Il a faussement été condamné pour 6 ans de prison pour ce crime contre la sûreté de l'État. Autrement dit, manifester contre les conditions de travail médiocres s'accompagne d'une répression violente et d'arrestations arbitraires. C'est bien sûr un droit fondamental qu'ils ont de manifester. Les syndicats indépendants sont toujours interdits en Iran. Monsieur le Président, mes collègues et moi condamnons les violations des droits de la personne par le régime iranien. Notre préoccupation est d'autant plus forte que l'aggravation de la situation l'est. Nous appuyons les aspirations à la démocratie du peuple iranien et au respect de leurs droits et libertés fondamentales. Le respect des droits de la personne n'est pas seulement important en Iran. Un nombre trop important de pays requiert l'attention de la communauté internationale sur ce sujet. On pourrait tout simplement tenir un débat exploratoire sur tous les pays qui vivent une telle situation. Il y en a tellement, Monsieur le Président. C'est le rôle du gouvernement, et il devrait d'ailleurs s'assurer de mettre de l'avant le respect des droits de la personne dans ces négociations, que ce soit dans leur politique d'affaires étrangères, mais aussi de commerce international. Par exemple, je fais référence à certains traités de libre-échange où des témoins ont clairement démontré les lacunes majeures dans l'application des droits de la personne dans un pays. Faire du commerce, c'est aussi le faire d'une manière qui respecte les droits de la personne et d'en faire la promotion. L'aide publique au développement a été diminuée et va l'être à 0,25% de notre PIB. Ce devrait être une politique pour ce gouvernement axée sur la promotion des droits de la personne et non pour supporter le développement des minières. Je ne comprends pas pourquoi on utilise des deniers publics pour supporter des coûts sociaux que les minières auraient à assumer eux-mêmes. Merci, Monsieur le Président. Questions et commentaires. The Honourable Parliamentary Secretary. Le secrétaire